Beaucoup de gens croient qu'on va voir la même bulle qu'on a eu en 2001 avec les cryptos en 2021, en 2022. En fait, dans les années 2000, l'Internet, c'était l'innovation, quelque chose de nouveau qui allait changer les mondes. Et actuellement, on a la crypto-monnaie comme quelque chose de disruptif aussi. Est-ce que les crypto-monnaies vont créer les mêmes types de bulles qu'on a eu avec les bulles de l'Internet? Beaucoup de gens croient que l'histoire peut se répéter. En fait, l'Internet, c'était quelque chose de nouveau dans les années 2000 parce que les gens acceptaient payer énormément cher pour les actions cotées en bourse. Est-ce qu'actuellement, les gens acceptent payer très cher aussi pour les cryptos? Peut-être l'histoire peut pas terminer très bien pour les investisseurs crypto. C'est ça que les plus pessimistes pensent à ces moments. Mais je voudrais analyser les choses d'une façon différente. Je voudrais analyser la bulle de l'Internet de 2001 pour arriver à une conclusion et faire une comparaison avec une possible crise qu'on peut avoir causée par les crypto-monnaies actuellement. Donc, dans cette vidéo, on va comparer les mouvements de la bulle de l'Internet avec les mouvements des crypto-monnaies. On va analyser si les deux cas sont semblables ou s'il y a beaucoup de différences entre les deux cas. Et donc, on peut apprendre beaucoup de choses pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, on va commencer cette vidéo en nous rappelant ce qui s'est passé dans les années 2000, mais avec un détail très important que beaucoup de gens négligent. Beaucoup de gens se souviennent de la bulle de l'Internet 2001 comme quelque chose qui n'était pas logique, que les gens acceptaient payer énormément cher sur des actions qui produisaient même pas des bénéfices. Et l'effet, c'est que c'était exactement comme ça au début de la bulle. Mais beaucoup de gens négligent l'effet d'analyser la bulle de l'Internet 20 ans d'après, ce qui s'est passé. La bulle, elle est éclatée, donc vraiment les marchés les chuté des 50%, mais aujourd'hui, on a que les sociétés d'Internet sont celles qui profitent le plus dans le monde, qui ont plus de recettes, qui ont changé vraiment la façon où on forme notre société actuellement. Donc toutes les projections que les gens faisaient au début des années 2000 étaient en fait conservatrices si on compare les niveaux de rentabilité et la taille des principales sociétés d'Internet aujourd'hui. Évidemment, les principales sociétés ont réussi et elles ont gagné tous les marchés et beaucoup de petites sociétés d'Internet de l'époque n'existent plus. Mais on ne peut pas négliger le fait que la bulle de l'Internet des années 2000, les attentes en fait qui ont fait exploser les marchés, elles étaient encore conservatrices comparées à tout ça qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, je vais vous raconter un peu de l'histoire de comment est arrivée la crise de la bulle de l'Internet en 2001. Déjà, l'Internet a été créé en 1993 et seulement 2% de la population mondiale avait accès à l'Internet. Et une chose a changé complètement l'utilisation de l'Internet. C'était la création du navigateur Mosaic. C'était comme une espèce de Chrome ou Firefox qu'on pouvait utiliser à l'époque. Donc, il a suffi seulement un mois pour Mosaic multiplier par 1000% la quantité d'utilisateurs d'Internet dans le monde. C'était dans cette même époque qu'une petite société a été créée dans les marchés américains pour faire des ventes en ligne. Elle s'appelait Amazon. Ça, c'était le début d'une révolution. Et en 1995, le navigateur Netscape, qui est une espèce de Chrome ou Firefox aussi, a été créé et d'une façon très basique. Donc, même les débutants pourraient en fait utiliser l'Internet très facilement. Donc, c'est exactement à ce moment que les sociétés d'Internet sont devenues quelque chose à la mode, où tout le monde avait de l'espoir d'investir sur ce type de sociétés pour gagner énormément au futur. Donc, les gens ont commencé à acheter des sociétés d'Internet, même si les sociétés produisaient pas de la richesse, produisaient pas de l'argent. C'est le cas de Netscape que j'ai cité tout à l'heure. La société a passé quelques semestres en négatif, sans jamais produire $1 positif, mais elle avait de plus en plus des investisseurs. Les jours où Netscape a été négocié dans la bourse, elle a sauté de 2,7 milliards de dollars dans la même journée en termes de capitalisation. En fait, le raisonnement, c'était le suivant. Plus une société va avoir des clients, même si ça donne pas de l'argent actuellement, les jours où elle va commencer à demander de l'argent vers les clients, elle va en fait avoir tous les marchés. Donc, la société peut être le leader mondial et gagner énormément d'argent parce que les choses qui sont en ligne normalement possèdent une marge plus élevée. Il y avait des cas bizarres aussi, comme la société Pets.com qui vendait des peluches des chiens en fait, mais la vente s'est réalisée seulement sur l'Internet. Juste l'effet de vendre sur l'Internet a fait la société exploser dans la bourse mondiale. La société a réussi à valoir 82 millions de dollars, mais après 9 mois, elle a disparu du marché. Il y avait aussi la société Web20 qui faisait la livraison des nourritures, comme par exemple on a aujourd'hui Uber Eats par exemple. Comme vous pouvez voir, ils étaient en avance sur les marchés. Ça fait plus de 20 ans qu'ils étaient déjà dans les marchés et ils ont eu la valeur de 1,2 milliard de dollars dans la bourse américaine. Et peut-être les cas les plus curieux pour ceux qui investissent sur les crypto-monnaies, c'est de la société Flux qui a créé une monnaie décentralisée pour ne pas être obligé d'utiliser les dollars. Le problème, c'est que les FBI des États-Unis sont allés là-bas et ont mis à la prison tous les créateurs de cette crypto-monnaie. Évidemment, la technologie n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc, c'était très facile de trouver qui négociait, qui a créé la crypto-monnaie. Donc, ça, c'était empêché rapidement par les gouvernements américains. À l'époque, beaucoup de personnes ont fait confiance sur ces projets. 35 millions de dollars ont été investis sur ces projets qui ont disparu un jour sur l'autre comme ça
à cause en fait de l'empêchement du gouvernement américain. Donc vous voyez qu'à l'époque, il avait vraiment quelque chose qui n'était pas rationnel. Il avait des investissements sur des choses qui n'ont jamais généré de l'argent. Il avait une spéculation énorme dans les marchés. Mais les idées, les projets, ils étaient pas bêtes, ils étaient même modernes. Les problèmes, c'est que la technologie, elle n'avait pas les niveaux pour en fait suivre en fait ces idées qu'ils ont eues au début des années 90. La vente des petits peluches, par exemple, que Pets faisait dans les années 90, aujourd'hui, c'est presque la même chose que sur l'Instagram. On peut regarder les feeds qu'on a sur l'Instagram et en fait, avec un clic, acheter quelque chose qu'on voit sur Internet. Il y a la vente d'intermédiaires sur l'Internet actuellement avec les dropshipping, la même chose que Web20 il faisait dans les années 90. Et aujourd'hui, ça fonctionne super bien parce que tout le monde possède un smartphone et il est très facile de commander quelque chose, d'appeler une société et recevoir les choses dans notre maison. Actuellement, quand une personne travaille dans une société de livraison, elles vont avoir des GPS, elles peuvent contrôler. La personne qui va recevoir aussi les produits a un code pour suivre avec un GPS la commande. Donc, tout est changé. Les idées des années 90, elles existaient déjà, mais les sociétés n'arrivaient pas à générer de la richesse parce qu'ils n'avaient pas assez de technologie comme on a après 15 ans, après 20 ans. Donc tout ça devient beaucoup plus intéressant quand on regarde à partir d'aujourd'hui ce qui s'est passé 20 ans arrière. Il y a un cas super intéressant à cette époque aussi, que c'est de l'analyste financier Henry Budget. Il avait prévu la hausse du cours de Amazon à 400 $. C'est qu'à l'époque, c'était la même chose que dire qu'une action va monter 4300%. Donc, imaginez par exemple quelqu'un qui travaille sur zone bourse, sur les revenus, sur investir, faire une recommandation d'une société qui va monter 4300%. Évidemment, normalement, toutes les recommandations vont être de quelques dizaines de pourcents ou peut-être faire les doubles. Mais une hausse de 4300%, c'est une multiplication de capital par 43 fois. Il était un analyste financier qui venait de sortir de l'université et la majorité d'analystes expérimentés disaient que la société allait prendre 50% de l'introduction en bourse. Donc, c'était les IPO d'Amazon dans la bourse américaine. Mais Henry, il a dit que la société allait prendre 4300%. À l'introduction de la bourse, Amazon n'a pas touché 400 $ comme il avait dit, mais elle est allée à 600 $. Donc, ça fait Henry un analyste super connu aux États-Unis. Le problème, c'est qu'une année d'après, la bulle a éclaté. Et tout ce qu'Henry avait prévu, c'est aller vers un trou énorme que c'était la crise de 2001. Les actions d'Amazon ont perdu 95% à l'époque. Et Henry, qu'avant c'était un génie, une année d'après, il est devenu simplement comme un analyste comme tous les autres qui n'ont pas réussi à prévoir la crise et ont investi sur quelque chose qui a chuté presque 100%. Mais comme j'avais dit, cette vidéo, il y avait quelque chose de différent. Avait une analyse à partir des années 2020-2021 par rapport à ce qui s'est passé au passé. Si vous aviez acheté l'action d'Amazon au pic historique de la bulle de l'Internet, s'il avait gardé l'action jusqu'à aujourd'hui, cette personne allait faire 2800% de rentabilité. Donc, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, avec les données qu'on a aujourd'hui, l'analyste Henry, il n'était pas quelque personne d'optimiste par rapport à Amazon. Il était même pessimiste parce qu'en fait, Amazon s'est multiplié par plus de 10 000% depuis l'analyse qu'il a fait à l'époque. Je ne vais pas dire que vous devez avoir une action qui chute 95% des portefeuilles et les garder pendant des années. Mais en fait, ce que je vais passer avec cette vidéo, c'est que certaines technologies, certaines choses vont dépenser du temps pour réussir dans les marchés. Mais si on n'a pas de technologies assez pratiques, on n'a pas des cas pratiques, ça peut faire en fait une spéculation énorme, exactement comme on a eu dans la bulle d'Internet de 2001. Actuellement, c'est trop facile de dire que simplement les gens en 2001, ils étaient très irrationnels. Mais en fait, si l'analyse elle était bien faite, si la personne qui a analysé Amazon, par exemple, a trouvé que la société avait de futur, cette personne elle a fait énormément d'argent. Évidemment que dans un éclatement de bulles comme celui-là, des petites sociétés, des autres sociétés vont en fait disparaître du marché. D'où vient l'importance aussi d'être bien diversifié et ne pas mettre tous les poids sur un certain secteur. En 2001, c'était le cas des sociétés d'Internet qui ont explosé. En 2008, les sociétés immobilières des États-Unis et bancaires aussi ont fait faillite. Donc, avoir la diversification, pas seulement en nombre de sociétés, mais aussi des secteurs dans les portefeuilles, c'est super important. La même chose pour les crypto-monnaies. Il faut qu'elles pèsent en fait une partie de votre patrimoine. Mais si vous placez complètement votre patrimoine sur des crypto-monnaies, évidemment, la bulle, elle peut arriver et chuter et vous allez peut-être pas arriver à rester dans les marchés sans vendre ce qui va rester. L'objectif, c'est toujours de penser à long terme. Donc, vous devez être prêt à investir dans la bourse l'argent que vous n'avez pas besoin pendant 8 ou 10 ans. Et pour les crypto-monnaies, si vous croyez sur les projets, sur la théorie arrière. Donc, si vous voulez investir en bourse, vous devez en fait être prêt pour laisser l'argent là-bas pendant 8 ou 10 ans. Pour les crypto-monnaies, la même chose si vous croyez sur les projets. Et évidemment, comme il y a plus de risques, c'est plus volatile, n'est pas donné un poids très important dans les portefeuilles pour ce type de classes d'actifs. Donc, une astuce importante que je vous donne, c'est
il faut avoir une stratégie d'investissement. Moi, par exemple, je consacre un peu plus de la moitié de mon portefeuille à l'analyse des small cap value. Les small cap, ce sont des petites sociétés cotées en bourse. Value, ce sont des sociétés qui ne sont pas surcotées par rapport aux ratios financiers. Donc, on ne va pas accepter payer énormément cher sur des actions. Quand je parle cher, c'est pas les prix de l'action, mais par rapport aux ratios fondamentaux. Vous pouvez télécharger un e-book gratuit sur mon site d'analyse fondamentale d'action. Je vais laisser dans la description de la vidéo. Vous allez comprendre ce que je parle comme cher ou pas cher quand on va analyser une action. L'e-book est gratuit, il est téléchargé plus de 3000 fois déjà. Je vous recommande la lecture. Comme ça, vous allez apprendre à analyser les sociétés cotées en bourse si vous voulez investir à long terme. Donc, restez avec votre stratégie. C'est pas parce qu'un voisin ou quelques personnes a dit sur l'internet qu'il faut acheter telle société que vous devez acheter telle société ou telle crypto. Faites une analyse toujours pour vous-même parce que si vous gardez une stratégie à long terme, comme moi j'ai les stratégies small value, vous allez rentabiliser et vous allez plus loin. Parce qu'en fait, toujours il va y avoir d'opportunités sur une grande société, sur une société à dividendes, sur une société asiatique. Mais si je reste concentré sur les petites sociétés comme j'ai fait pour toujours, je vais gagner avec ce type de sociétés. Une chose qu'on peut apprendre avec la bulle de l'Internet aussi, c'est que c'est possible d'investir sur quelque chose de révolutionnaire et qui va changer le monde et quand même perdre de l'argent avec ces types d'activités, avec ces types d'investissements. Par exemple, toutes les personnes qui ont investi sur la société Web 20 dans les années 90, elles ont perdu de l'argent même avec une idée qui a révolutionné le monde. Une chose, c'est avoir une idée qui va changer les mondes, mais une autre chose, c'est les mondes accepter rapidement cette idée. C'est pour ça que j'évite des sociétés de biotechnologie, même si les managements et les produits, les choses, les recherches sont bonnes comme Novacity, etc. C'est très difficile de comprendre les domaines d'activité. C'est très difficile si vous ne travaillez pas dans les domaines de biologie, pharmacie, etc. C'est très difficile de comprendre après combien de temps de recherche va ramener vraiment de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi la phrase très connue de Buffett et de Peter Lynch aussi. Les deux disent la même chose avec des mots différents, il faut qu'on comprenne exactement ce qu'on achète. Donc, si vous comprenez pas ce que la société elle fait, c'est quelque chose assez éloigné. Donc, les cryptos, on sait que c'est beaucoup plus complexe, par exemple, à comprendre comment fonctionne. Mais si vous êtes intéressé, je vous invite à chercher sur l'internet et faire des lectures pour comprendre comment ça fonctionne. Au moins de la façon la plus basique, comment ça fonctionne. Parce que ça va vous donner un peu plus de sûreté au moment où ça va shooter et vous allez être sûr de garder parce que vous croyez ce qu'il y a arrière. Donc, si on applique tout ce qu'on a discuté par rapport à la bulle de l'internet sur les crypto-monnaies, on va tomber plus ou moins dans les mêmes cas. Les deux sont très compliqués de comprendre et aussi utiliser au début, mais les choses vont devenir de plus en plus faciles quand on va commencer à mettre en pratique et la technologie va se développer encore plus. Les crypto-monnaies sont pas quelque chose de facile à utiliser jusqu'à ce moment. Je possède des crypto-monnaies comme vous savez, mais c'est pas quelque chose de très facile. C'était la même chose avec l'Internet au début des années 90. Je crois pas que pour l'instant on vit dans une bulle des crypto-monnaies. Je sais que les chutes vont venir et les chutes seront fortes, mais je crois pas que les cryptos vont disparaître dans les prochaines années. Peut-être on va passer par des périodes qu'on appelle des l'hiver. Ça veut dire qu'on va voir en fait une chute et elles peuvent rester stables pendant cette chute et la récupération va pas être rapide, mais je crois que la technologie, elle va durer, même que ça soit avec quelques crypto-monnaies qui vont réussir par rapport aux autres. La même chose avec l'histoire de la bulle de l'Internet, où des principales sociétés ont réussi et des autres sociétés n'ont pas réussi. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez acheter n'importe quelle chose sur les marchés crypto. Il y a beaucoup de projets qui servent juste à enrichir les gens qui ont créé les projets et de laisser pauvres les investisseurs. Il y a par exemple les cas du YouTuber TechLead qui a créé en fait une crypto-monnaie. Il a empoché 10 millions de dollars et après il a disparu avec les crypto-monnaies des abonnés. Donc il a fait une perte de 93%. Donc faites attention à tout ce que vous faites sur Internet. Et sans doute dans un scénario avec beaucoup de volatilité, beaucoup de choses qui peuvent s'y passer encore parce qu'on attend quelque chose futur, on attend encore les développements et sans doute dans un scénario comme celui-là que c'est compliqué de faire de l'analyse, trouver une analyse fondamentale, une analyse qui permet vraiment d'analyser les actifs, c'est l'objectif principal de ceux qui visent le long terme. C'est pour ça que je suis toujours à la recherche de meilleurs modèle qui va représenter la analyse des crypto-monnaies et c'est pour ça que je commençais à partager ce type de sujet avec vous. De plus en plus, je vais vous montrer des projets de long terme, comment ça fonctionne, quels sont les risques et les avantages. J'ai déjà fait cette vidéo ici où je vous montre comment fonctionnent les modèles stock to flow sur les crypto-monnaies, une façon de prévoir les futurs des crypto-monnaies à long terme et combien elles doivent valoir actuellement. Ma recherche continue, il faut pas oublier aussi non plus que les crypto-monnaies, si vous voulez avoir dans les portefeuilles, vous devez mettre un poids contrôlé qui ne pèse pas beaucoup parce que ça représente un secteur des technologies déjà
déjà dans votre portefeuille. Si vous avez un Nasdaq ou un SP500, vous avez déjà beaucoup de technologies, ou si vous avez acheté des sociétés indirectes de technologies, donc il faut penser que les cryptos sont une partie des technologies aussi, mais encore plus risquées dans les portefeuilles. Il faut pas oublier non plus qu'au contraire des bulles de l'Internet en 2001, là-bas on négociait des sociétés qui génèrent de la richesse, etc. Maintenant, on est en train de parler d'un sujet qu'il y a des technologies arrière, mais c'est un moyen d'échange en fait, qui ce sont les crypto-monnaies. Pour l'instant, c'est comme vraiment une monnaie, mais avec la technologie arrière. Donc, c'est toute une révolution arrière qui on n'arrive pas en fait à mesurer combien ça va peser dans les mondes et ce qui va représenter dans les mondes d'ici 20 ans. Donc, je suis avec ma recherche pour trouver l'analyse fondamentale des projets crypto et je vais partager tout avec vous. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis. Et pour aujourd'hui, c'est tout mes amis. Je vous rencontre dans la prochaine vidéo.